Bonjour, bonjour à tous. Merci Monsieur de Villepin de partager ce moment avec nous. Vous avez déjà passé beaucoup de temps avec des startups plus haut. L'objectif de cette journée, c'est vraiment d'avoir la vision la plus complète de ce qui se passe dans l'intelligence artificielle. Donc sur cette scène cet après-midi, on va notamment recevoir beaucoup de chercheurs qui vont nous faire part de l'état de l'art. L'objectif aussi, c'est quand même d'être très concret avec des cas d'usage et beaucoup de business, et c'est tout l'enjeu des différents ateliers, des stands qui sont plus hauts et notamment des différents rendez-vous qu'on organise. Mais nous, cette matinée, elle nous intéresse aussi beaucoup parce qu'on a besoin de prendre un peu de hauteur et de connaître un peu les perspectives économiques que propose l'IA, mais surtout l'impact qu'elle peut avoir sur l'humanité, sur les démocraties. Et c'est le sujet de prise de hauteur qu'on a envie d'avoir avec vous ce matin. Donc je vais commencer tout de suite. Ma première question est assez large, mais on connaît tous, on se rend compte qu'aujourd'hui, l'IA, elle impacte... il est très concret, elle pose des questions morales, elle pose des questions philosophiques et elle impacte profondément nos politiques. Et nous, on est persuadés chez France Digital qu'il existe peut-être une troisième voie française, une troisième voie européenne par rapport à ce qui se dessine à l'échelle du monde. Est-ce que vous pouvez nous dire, selon vous, quelle serait la singularité de la France ou de l'Europe dans le développement de cette technologie ? Merci d'abord de m'accueillir pour ces journées qui sont importantes compte tenu de l'enjeu que représente l'intelligence artificielle. La singularité française et européenne doit partir de ce qui existe à travers le monde dans la compétition internationale. Et on le voit bien, l'intelligence artificielle est au cœur de la bataille de la puissance entre les grands empires, et en particulier entre la puissance américaine et la puissance chinoise, avec deux modèles qui frappent par à la fois leurs différences et maintenant leur convergence. Les États-Unis qui choisissent au départ plutôt de privilégier le marché, mais avec des soutiens de l'État dont on n'a pas toujours mesuré ici en Europe l'importance. Marché, création de plateformes, et qui sont véritablement, à mon sens, sur le plan géopolitique, le cœur de la puissance américaine. Et il suffit de voir avec quelle ardeur Donald Trump défend ces plateformes numériques. Derrière la bataille commerciale, la bataille des services numériques est évidemment tout à fait centrale pour le développement des modèles américains, mais surtout pour essayer d'acquérir une domination du système international. Par rapport à ça, le système chinois, lui, privilégie une approche d'État, c'est la nature même du système chinois, mais avec un soutien très très puissant apporté aux entreprises. Et c'est là où on voit que le système converge, puisque dans les deux cas, on assiste à l'apparition d'un capitalisme d'État, mais avec deux approches très différentes, puisque dans le cas américain, il semble y avoir cette priorité donnée à l'intelligence artificielle générative, ce rêve d'une intelligence artificielle générale, tandis que du côté chinois, on est beaucoup plus dans le dur, dans le concret, d'une intelligence artificielle appliquée. Et il suffit de voir à quel point le modèle industriel chinois a acquis une importance tout à fait considérable dans les dernières années pour mesurer à quel point cet investissement se fait très concrètement. Alors, derrière tout ça, la singularité française et européenne, c'est d'abord d'être fidèle à ce que nous sommes. On a à défendre dans un monde de plus en plus compétitif, on a à défendre une certaine vision, une certaine identité qui est celle de notre continent. Et ça passe donc par un certain nombre de principes qui sont clés. Le principe d'humanité, défendre la persistance de l'humain dans toute approche de l'intelligence artificielle, défendre aussi le principe de responsabilité. Il doit y avoir derrière toute machine une conscience qui est capable de rendre des comptes et qui est capable d'être responsable. Et troisième élément qui est central pour nous, c'est défendre notre principe de souveraineté, c'est-à-dire ne pas voir notre continent se déposséder de sa substance et de ses capacités. Alors une fois qu'on a dit ça, on voit bien que se dessine un chemin compliqué parce qu'il faut à la fois valoriser nos talents, et nous en avons. Le retour de Yann Lequin en France est un symbole, avec Amilabs, est un symbole de cette volonté de s'engager dans une stratégie très appliquée et à mon sens très féconde.
De la même façon, des réussites comme Mistral, qui sont souvent citées, montrent qu'on n'a pas à rougir et qu'on a des capacités formidables. Et il suffit de mettre en avant les écosystèmes qui sont les nôtres en mathématiques, la présence d'un grand réseau de PME et d'ETI en Europe, qui sont autant d'atouts dans cette bataille de l'intelligence artificielle. La difficulté, c'est que nous avons aussi, bien sûr, des faiblesses dans le domaine du financement, et on le voit pour la montée en gamme de toutes les startups, de toutes les entreprises qui investissent dans ce domaine. Nous avons des insuffisances. Nous avons également des faiblesses en ce qui concerne la capacité à défendre des infrastructures, et en particulier des infrastructures critiques suffisamment compétitives. Et c'est là où je pense que la bataille du cloud européen est sans doute un point de départ fondamental pour nourrir cet écosystème de l'intelligence artificielle, parce qu'il va entraîner à partir de là et des financements et des capacités qui ouvriront la voie de façon très, très nette à d'autres entreprises européennes. Au-delà de ça, je crois qu'il y a une politique de puissance responsable, d'une politique de puissance maîtrisée qui doit être mise en œuvre. Et de ce point de vue-là, la politique de l'adoption me paraît tout à fait nécessaire. C'est une voie qui permettra très vite de trouver des résultats appliqués à notre industrie et dans des domaines aussi importants que la santé, que l'énergie, les services. On a là une vitrine de ce que peut faire l'intelligence artificielle qui va profondément changer le regard de nos concitoyens vis-à-vis de cet outil. C'est intéressant ce que vous dites, et effectivement, on a un écosystème florissant, des talents, comme vous l'avez dit. Yann Lequin sera sur scène cet après-midi. On a en France plus de 1000 startups qui travaillent dans l'IA et qui ont des cas d'usage fascinants, notamment dans la santé, vous l'avez cité. Maintenant, vous parlez de l'opinion publique vis-à-vis de l'IA, et on parle aussi beaucoup dans les médias des enjeux de démocratie. Et l'exemple qu'on peut tous avoir en tête, c'est notamment les élections en Roumanie. Est-ce qu'aujourd'hui, l'IA est une chance ou pas pour la démocratie, ou au contraire un danger ? Alors c'est une chance à bien des égards dans ce que cela peut nous permettre pour améliorer le fonctionnement de la démocratie, le rajeunissement de la démocratie. Et l'on voit bien en termes d'éducation, par exemple, en termes d'accès à cette éducation, à la formation, à quel point l'intelligence artificielle peut apporter un changement important. Mais il ne servirait à rien de nier tous les risques qui sont derrière, les risques de manipulation, les risques de désinformation qui sont nombreux, les risques de captation du système démocratique. Et on en voit un exemple tous les jours quand on va sur TikTok, Instagram, la promotion de tel ou tel parti politique, de tel ou tel visage politique, poussé par les algorithmes, crée une inégalité de départ absolument formidable. Et je suis surpris que nous n'ayons pas, dans nos démocraties, mis en place des instruments qui permettent de contrôler cette capacité d'amplification des algorithmes. Si vous allez sur les plateformes, aujourd'hui, pour 8 Bardella, vous avez 1 ou 2 autres représentants politiques. Il est bien évident qu'il y a là derrière une amplification, de la même façon qu'Elon Musk bénéficie d'une amplification personnelle sur ses propres plateformes. Donc cet élément-là devrait être mesuré. À quoi ça sert de mettre dans nos démocraties tout un système de contrôle des élections si de temps de parole et autres, si les réseaux sociaux sont une véritable jungle qui permettent d'être au service de tel ou tel candidat et manipuler de l'extérieur ou de l'intérieur par les algorithmes de façon extrêmement profonde. Donc on voit là que le risque démocratique, il est très important, et c'est pour cela qu'il y a véritablement besoin de beaucoup plus de transparence, de façon à ce qu'on puisse débusquer en quelque sorte tous les travers, tous les biais cognitifs et structurer des réponses qui soient susceptibles de préconiser un minimum d'égalité dans l'information, un minimum de contrôle dans l'information. Et je pense que ces risques qui sont vrais pour la démocratie, ils sont vrais aussi en matière économique. Dans le domaine de l'emploi, on voit l'inquiétude que cela crée dans un certain nombre d'entreprises. Il faut chercher le plus possible à contrôler la part de la machine et la part
nécessaire de l'humain. Je vois beaucoup de cabinets d'avocats, par exemple, qui sont tentés par ce tout intelligence artificielle, jusqu'au jour où on aura un exemple magnifique qui servira de cas d'école pour montrer à quel point tout cela n'est pas sans risque si la responsabilité des individus n'est pas bien clairement mise en avant. Et je pense aussi que sur les plateformes, dans la capacité des entreprises à utiliser l'intelligence artificielle, cet affichage de la part de responsabilité de l'IA et de la part de la responsabilité de l'humain deviendra un argument. Et on peut même imaginer, exactement comme pour le bio, qu'il y aura un jour des entreprises sans IA qui utiliseront cet argument de vente pour garantir en quelque sorte à leur clientèle que la responsabilité est intégrale. Et c'est un élément qui me paraît important. Donc on parle de l'impact de l'IA, vous l'avez dit notamment aussi dans l'économie, en fait, et puis avant sur la démocratie, sur l'impact notamment des réseaux sociaux. Une des raisons aussi de cet impact et peut-être du manque de maîtrise, au-delà de la transparence qu'on peut vouloir, c'est aussi qu'on a du mal aujourd'hui à faire émerger nos propres acteurs. Et on se retrouve du coup exposé à beaucoup de technologies, notamment américaines, et se pose la question de la souveraineté face à ça. Comment est-ce que nous, on arrive à développer des modèles numériques et d'IA souverains, et du coup qui peuvent peut-être répondre aux règles qu'on s'impose en Europe? Alors vous avez raison, dans la compétition, c'est évidemment l'enjeu le plus préoccupant pour les États européens et pour un pays comme la France. Afficher une souveraineté, et je pense qu'il faut partir d'un principe simple, cardinal, qui est une souveraineté intégrale. Souveraineté collective à l'échelle de nos États, mais aussi souveraineté individuelle. On oublie souvent à quel point chaque individu peut être affecté. On le voit à travers des drames qui peuvent exister dans les cours d'école ou au sein de la société française et européenne. Le respect de la dignité de chacun, de l'intégrité de chacun, ce sont des éléments très importants et de ce fait, cette souveraineté, elle est importante pour éviter toute interférence, toute intrusion, toute déformation de nos systèmes politiques qui ne seraient pas souhaités. Ça implique aussi, je crois, de mettre en avant un autre principe qui doit être au cœur de la stratégie européenne, c'est le principe de pas d'intelligence artificielle sans contrôle de l'humain. Ça doit rester la marque de fabrique de notre propre modèle. Mais ça veut dire aussi qu'il faut que nous ne désertions pas le champ de la bataille internationale. Et la bataille internationale, elle est faite sur la recherche de la puissance. Et donc, il faut qu'on mesure à quel point nous avons des efforts très importants à faire dans certains secteurs, qu'il s'agisse de la puissance de calcul. J'ai cité tout à l'heure l'existence d'un cloud souverain. Nous avons aujourd'hui des outils qui doivent donc être considérablement améliorés. Et c'est là où une coopération renforcée dans le cadre de l'intelligence artificielle me paraît majeure. On a dans le fond aujourd'hui un choix à faire. Soit on donne à tous les États européens carte blanche pour chacun séparément mener la bataille, et on voit bien que l'Allemagne est aujourd'hui la mieux placée pour prendre un leadership sur ce secteur. On voit bien que les autres pays ne peuvent pas se désintéresser de cette bataille et qu'une coopération renforcée nous permettrait d'aligner des moyens Europe et des moyens européens, France, Allemagne, Italie, Espagne et quelques autres pays, qui nous permettraient là d'offrir une véritable alternative en termes de modèle, mais ça suppose que cette coopération renforcée soit contrôlée. Et donc, il faudrait avoir pour chacun de nos États une autorité de sûreté nationale doublée d'une autorité européenne qui serait capable de véritablement contrôler tout ça. Travailler également sans abandonner ce qui fait la spécificité de l'Europe, qui est la régulation européenne. On voit bien si les États-Unis se donnent autant de mal pour essayer de battre les Européens sur ce terrain. C'est un élément très important et dissuasif, mais ça ne doit pas être un élément défensif. Ça doit être l'incarnation d'un certain type de modèle de puissance responsable. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il faut travailler à l'idée d'un traité universel de l'intelligence artificielle qui poserait un cadre. L'inquiétude qui est liée aujourd'hui à l'idée de modèles incontrôlés, de modèles d'intelligence artificielle générale qui prendraient le pas sur l'humain, c'est une nécessité
que nous devons prendre en compte et donc déterminer notre chemin à partir de cette exigence, tout en défendant une IA durable, prenant en compte l'exigence de rareté. C'est un élément lourd de la compétition internationale, bataille de l'eau, bataille des minerais, bataille de l'énergie. On voit bien que toutes les puissances sont aujourd'hui arc-boutées pour essayer de prendre le meilleur de cette rareté et acquérir une domination sur le système. Très bien. Je vois que le temps touche à sa fin. Ce que je retiens, c'est quand même une meilleure intégration européenne. Là-dessus, on est vraiment d'accord avec vous, côté France Digital. Il faut travailler au niveau européen sur l'IA. Et deux choses pour lesquelles on milite énormément, donc c'est l'intégration d'un marché unique à travers un 28e régime et aussi une préférence européenne, puisque comme vous le dites, les talents sont là, les solutions sont là. Vous parlez de l'Allemagne, mais la France est aujourd'hui le premier écosystème d'innovation en IA, avec le plus grand nombre de startups et aussi beaucoup d'investisseurs. Encore faut-il nous laisser la place face... Mais mesurons dans la compétition internationale les 660 milliards de dollars que les Américains mettent sur la table en 2026. Et si on prend le domaine de la recherche humaine, 20 000 chercheurs aux États-Unis, 1 million de chercheurs en Chine. Donc on voit bien que cette bataille, elle est absolument gigantesque. Ça ne veut pas dire que ce gigantisme permettra véritablement d'asseoir une puissance totale sur le marché de l'intelligence artificielle. C'est pour ça qu'il y a une singularité européenne, il y a une voie européenne, à condition que nous soyons capables de choisir un chemin qui ne soit pas arbitré par les Américains. Et s'il n'y a pas un leadership dans le cas d'une coopération renforcée avec plusieurs États, le risque, c'est que les Américains puissent toujours arbitrer dans un compromis qui serait fait avec la première puissance, par exemple les Allemands, et qui laisse l'Europe dans une situation de soumission et de vassalisation. Donc l'enjeu géopolitique autour de la bataille de l'IA, il est tout à fait essentiel en termes de souveraineté européenne. Merci beaucoup, monsieur de Villepin. Merci à vous.